Ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni les monarchies arabes sunnites, ni bien sûr Israël, ne veulent d'un Iran doté d'un arsenal nucléaire militaire. Dit autrement, personne ne veut que l'Iran ait la bombe. L'option diplomatique est tentée depuis plusieurs années, mais l'option militaire ne peut plus être éludée. Donc aujourd'hui, je vais vous décrire la simulation d'une attaque en m'appuyant sur les études qui ont été faites en 2009 par deux chercheurs, Toucan et Kordsman du CSAS à Washington, et par le français Sami Cohen du CERI au CNRS. Voici une carte de la région du Moyen-Orient. 1600 km séparent Israël de l'Iran. On sait que l'État d'Israël est doté de l'arme nucléaire depuis plusieurs années, avec pour politique de ne pas confirmer ni nier cette capacité militaire. Israël complète sa volonté de dissuader de toute attaque par ce qu'on appelle la doctrine Begin, à savoir interdire à tout autre État de la région de devenir lui aussi détenteur de l'arme nucléaire. C'est pour cela que l'aviation israélienne a bombardé l'Irak en juin 1981 pour détruire le réacteur nucléaire de Zirak et retarder ainsi considérablement le programme nucléaire irakien, qui d'ailleurs n'a jamais vu le jour. Et bombarder la Syrie en septembre 2007 pour détruire le réacteur nucléaire syrien de Deir ez-Zor. Donc, qu'en est-il de la réflexion concernant le cas iranien? Depuis le temps que les tergiversations durent et que l'Iran parvient à gagner du temps, tout en poursuivant son programme nucléaire, certains stratèges israéliens et américains plaident pour des frappes préventives avant que l'Iran ne franchisse le seuil nucléaire militaire. Pour les Israéliens, la bombe iranienne serait prête avant 2012 et pour les experts de la CIA, vers 2013 ou 2014. Or, il faut bien voir que nul n'osera plus attaquer l'Iran une fois que Téhéran sera doté de l'arme nucléaire. C'est d'ailleurs bien le but du régime iranien, sanctuariser son territoire. Alors les experts estiment qu'il faut donc frapper avant. Comment? En envoyant des avions opérer un bombardement loin de leur base, puis revenir ensuite. A priori, ça, on sait faire. Sauf qu'une telle attaque ne se justifie que si elle met fin au programme iranien, ou au moins le retarde énormément. Or, les objectifs sont difficiles à atteindre et l'opération est très complexe à monter. Pourquoi? Analysons donc la trajectoire, les objectifs, les profits et les pertes. Décollant d'Israël, par où ces avions devraient-ils voler? Les militaires ont repéré 3 couloirs aériens. L'itinéraire idéal passe par la Jordanie et l'Irak. Il est central, il est plus court, mais pose des problèmes de relations diplomatiques avec la Jordanie, avec qui Israël a signé un traité de paix en 1994. Le couloir numéro 2, au sud, passe par la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Irak, et pose donc les mêmes problèmes diplomatiques. Le 3 passe par le nord. Il longe la frontière Syrie-Turquie, traverse le nord de l'Irak avant de pénétrer dans l'espace aérien iranien. C'est le plus plausible, mais c'est le plus long, donc le plus repérable. Pour s'avancer sans être repéré, l'armée de l'air israélienne devra être dotée de technologies de pointe pour brouiller réseaux de communication et radars des pays survolés. L'armée de l'air a d'ailleurs déjà fait usage de cette technologie lors du raid contre le réacteur nucléaire syrien en septembre 2007. On note aussi qu'en 2008, elle a acquis 2 avions Gulfstream G550 munis de puissants dispositifs de brouillage. Mais selon le rapport, il va tout de même falloir une centaine d'avions, F-15, F-16, plus les avions ravitailleurs, parce qu'il faut une combinaison de chasseurs, d'avions radars et de bombardiers. Donc le risque est forcément élevé. Le système iranien anti-aérien serait composé de toutes sortes de batteries de missiles sol-air, le Rapier, les missiles Hawk et Stinger américains, le Crotale français, et l'armée de l'air iranienne dispose aussi de 158 avions de combat, moins performants, mais pouvant intercepter l'aviation israélienne. À cela s'ajoute l'interrogation suivante des experts. L'Iran a-t-il ou non acquis récemment le système antiaérien SA-12 Giant russe à la suite de transactions secrètes avec Moscou? Si c'est le cas,
l'espace aérien iranien est soit impénétrable, soit l'attaque entraîne de 20 à 30% de pertes, ce que Israël ne veut pas se permettre. Pour éviter les pertes humaines et d'appareils, l'autre option serait donc d'aller frapper avec des missiles israéliens, les Jericho 3, qui sont entrés en service en 2008. On a calculé que 42 missiles Jericho 3 étaient nécessaires pour détruire les installations iraniennes. Sauf que les cibles ne font que quelques mètres de superficie et il n'est pas sûr que les Jericho aient une telle précision pour une telle frappe. Donc, exit l'option des missiles. L'autre facteur qui fait que les militaires estiment qu'il faut un très grand nombre d'appareils, c'est qu'il y a des dizaines d'installations nucléaires dispersées sur le territoire iranien et il est impossible de les attaquer toutes en un seul bombardement. Donc, il faut frapper le maillon central des installations iraniennes, c'est-à-dire le centre de recherche nucléaire d'Isfahan, l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, l'usine de production d'eau lourde de Arak et le réacteur nucléaire de Bushehr. À partir de cette hypothèse des militaires, deux problèmes. Un seul bombardement sur Natanz, Isfahan, Arak et Bushehr, est-ce bien suffisant? Car si l'Iran dispose d'installations secrètes ailleurs dans le pays, le programme d'enrichissement d'uranium ne risque-t-il pas de se poursuivre? Deuxièmement, il y a la dispersion des installations, mais il y a aussi leur enfouissement. L'usine d'enrichissement de Natanz est construite à 8 mètres de profondeur, protégée par un mur de béton de 2,5 mètres d'épaisseur. Les centrifugeuses sont enterrées à 25 mètres sous terre et recouvertes d'une chape de béton armée de plusieurs mètres d'épaisseur. Donc, il faut frapper avec précision, mais également en profondeur. D'ailleurs, en 2008, Israël s'est fait livrer par Washington environ 600 bombes dites briseurs de bunkers. Le modèle, le GBU-28 Bunker Buster, pèse 2,5 tonnes, perd 6 mètres de béton à 30 mètres de profondeur. Bien, poursuivons notre simulation. En cas de succès, que peut-on anticiper comme dégâts humains, comme effets collatéraux, comme représailles sur Israël et comme conséquences pour la région? Si la frappe touche sa cible, ce qui est tout de même le but recherché, l'explosion du réacteur de Bushehr provoque des retombées de radionucléides sur un très vaste périmètre. Cela entraîne la mort immédiate de milliers d'Iraniens vivant à proximité. Des centaines de milliers seraient ensuite atteints de cancer. Et entre les deux périodes, du fait des vents dominants, les pays voisins seraient eux aussi largement contaminés par les radionucléides. Maintenant, les représailles. L'Iran dispose de missiles Shihab 3, dont la portée atteint Israël, on le voit sur la carte, et Téhéran pourrait riposter par des tirs de missiles à tête conventionnelle. D'ailleurs, en 2008, l'administration Bush a livré à Israël un radar américain de surveillance installé maintenant dans le Negev et servi avec l'aide de techniciens américains. Au sud du Liban, l'allié Hezbollah pourrait tirer des missiles Zelzal qui peuvent atteindre Tel Aviv. Et s'ils sont envoyés en grand nombre, l'état-major israélien confirme qu'il ne peut pas les intercepter tous. Or, depuis la guerre au Liban de juillet 2006, le Hezbollah a reconstitué son stock et disposerait de quelques 40 000 roquettes de diverses natures. À cela s'ajoutent les possibilités de passage de frontières par des kamikazes pour des attaques suicides sur le sol israélien. Et puis, Téhéran conserve aussi comme option le blocage du détroit d'Ormuz, aggravant ainsi la crise internationale, car c'est par ce détroit qu'est exporté environ 40% de la production pétrolière mondiale. Et puis enfin, et c'est là qu'est le paradoxe, un tel bombardement ne ferait que renforcer l'Iran dans sa décision de poursuivre son programme nucléaire, puis de se retirer du traité de non-prolifération. Voilà, une telle simulation permet de mesurer que l'opération est complexe à monter et son issue nullement garantie. On voit bien que les hypothèses se répondent les unes aux autres. La perte du monopole atomique pour Israël dans cette région reviendrait à un séisme pour tous les Israéliens. Or, Israël ayant toujours été adepte du zéro risque, l'état-major pourrait préférer quand même une attaque préventive. Vu son histoire, on peut comprendre que le peuple juif se crispe à toute idée de menace d'anéantissement. Les monarchies et les régimes arabes, ensuite, les sunnites, redoutent énormément que l'Iran franchisse ce cap. D'abord pour leur propre sécurité,
et ensuite parce que cela entraînerait une prolifération dans le monde arabe lui-même. Donc si on pousse un peu loin le raisonnement, on comprend que ces régimes arabes ne seraient en fait pas fâchés qu'Israël se charge du travail. Sauf que les conséquences d'un tel bombardement sont